Voir un petit enfant de 5 ans neutraliser physiquement un adulte bien portant de 25 ans est une scène incompréhensible à toute personne normale. Parce que nous savons que c'est impossible. Nous savons que c'est impossible, à moins qu'il y ait devant cet enfant un adulte ou des adultes qui donnent à sa place des coups à l'autre. Dans cette vidéo, j'aborde avec vous quelques éléments essentiels sur la guerre entre la République démocratique du Congo, la RDC, et son voisin le Rwanda, et les raisons pour lesquelles le Congo, ce très grand pays en superficie et en population, n'arrive pas à sécuriser son territoire de l'agression du Rwanda. Alors prenez votre tasse de thé ou autre chose et restez éveillés. Salut à tous, si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Louis Alseni. Ici je parle d'éducation, d'apprentissage, de développement personnel et collectif, d'entrepreneuriat et d'autres sujets socio-économiques et politiques liés à l'Afrique et aux Africains. Alors si vous êtes intéressé par ces sujets, abonnez-vous à cette chaîne pour être toujours informé des prochaines vidéos, cliquez sur le pouce levé et partagez la vidéo pour qu'elle atteigne les personnes de votre entourage. Pourquoi le Congo RDC n'arrive pas à se défendre contre le Rwanda alors qu'il est énormément un plus grand pays en superficie et en population? Pour ceux qui ne le savent pas, la RDC c'est autour de 90 fois le Rwanda. C'est-à-dire tu peux mettre le Rwanda 90 fois à l'intérieur de la RDC. C'est très vaste, c'est pas un petit pays. C'est très vaste, avec une forte population. C'est le deuxième plus grand pays après l'Algérie et elle a officiellement entre 100 à 120 millions d'habitants, alors que le Rwanda est entre 10 à 12 millions d'habitants. Alors, comment un si petit pays comme le Rwanda peut-il s'attaquer à un géant comme le Congo, RDC, et que celui-ci n'arrive pas à se défendre pendant toutes ces années? Comment ça se fait? La réponse est toute simple. Comme le petit enfant dans notre introduction, il y a des géants internationaux qui arment le Rwanda, qui soutiennent son armée et qui le protègent dans le but d'accéder aux ressources naturelles que celui-ci vole littéralement tous les jours au Congo. C'est des informations qui ne sont pas cachées, c'est visible, vous pouvez les rechercher. Et sur Internet, et sur les revues scientifiques, et dans les livres. Vous pouvez le voir un peu partout. En tout cas, c'est la réponse la plus simple à mon avis. Mais la situation est beaucoup plus compliquée que cela, comme vous pouvez le savoir. Pour comprendre ce qui se passe réellement dans cette guerre, il faut remonter un peu dans le temps. Il faut remonter dans le temps, à la fin disons à la fin des années 30, du siècle dernier, et à travers des individus, à travers des gens, dont on ne peut même pas imaginer la participation dans l'instabilité actuelle du Congo. Alors en août 1939, si ma mémoire est bonne, juste un mois avant le début officiel de la Deuxième Guerre mondiale, le physiciste allemand-américain, Albert Einstein, avait écrit une lettre à Roosevelt, le président américain d'alors, pour attirer son attention sur une sorte de course à l'acquisition d'armes nucléaires avec l'enrichissement de l'uranium. Et que l'Allemagne nazie, à l'époque, était très avancée dans ce processus. Donc il donne cette information à Roosevelt. Mais Einstein ne s'arrête pas à cette information. Il explique dans la même lettre que la plus grande réserve de cet uranium serait au Congo, à l'époque le Congo belge, et qu'il fallait tout faire pour contrôler son exploitation. Et c'est ce qui a été fait, puisque 6 ans après, en 1945, à la fin de la guerre, l'arme atomique américaine qui élimine des centaines de milliers de Japonais à Hiroshima et à Nagasaki venait justement de cet uranium du Congo. Et avec le temps, ils se rendent compte qu'il n'y a pas que l'uranium au Congo, mais presque tout y est. Les matières premières les plus essentielles à l'industrie de l'armement, à la machinerie, aux technologies de la télécommunication, ils sont en quantité et en qualité. C'est un scandale géologique, comme le disent certains. Et à partir de ce moment, la politique américaine et occidentale dans sa globalité a été de s'assurer que le Congo ne contrôle jamais ses propres ressources naturelles. Et pour cela, comme vous le savez, ils ont fait ce qu'ils ont toujours fait. C'est-à-dire déstabiliser le pays, installer une marionnette à sa tête comme ils l'ont fait avec Mobutu, et éliminer tous ceux qui ne se pliaient pas à leur volonté, comme les Patrice Lumumba, les Pierre Moulélé et les autres. C'est ce qui a été fait. Et on peut voir avec le temps qu'à chaque fois que les chefs d'État qu'ils ont eux-mêmes imposés aux populations congolaises ont manifesté des sentiments d'indépendance ou de souveraineté, ceux-là aussi ont été chassés du pouvoir ou tout simplement éliminés. C'est comme ça que Mobutu, qui était pourtant à leur service pendant des décennies, a été chassé du pouvoir en 1997 par Roland Désiré Kabila, à la tête d'une rébellion qui a commencé depuis le Rwanda, appuyée depuis le Rwanda. Et quand celui-ci aussi a compris que l'agenda réel de sa prise de pouvoir
était de laisser son pays se faire piller par des forces étrangères et qu'il s'y est opposé, il a tout simplement été éliminé. Nous avons tous vu cela se passer. Un président congolais se faire assassiner par des gens autour de lui. Son fils Joseph Kabila, qui est immédiatement mis à sa place, a joué le jeu de ceux qui ont éliminé son père, en fermant les yeux sur le pillage du pays, en fermant les yeux sur le massacre des populations congolaises, le viol inhumain des femmes et des filles pendant 18 ans à la tête de son pays. 18 ans. Nous avons assisté à des tueries, à des massacres d'une dizaine de millions de personnes. L'actuel président Félix Tshisekedi, malgré toutes ses promesses de faire la guerre au Rwanda quand il s'agissait de se faire réélire, a absolument été incapable de repousser la milice rwandaise du M23. Hein? Le M23 qui aujourd'hui contrôle une bonne partie de l'Est du pays. Tshisekedi a été incapable de repousser une milice. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les Malobi. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Alors on revient à notre question initiale. Pourquoi la RDC n'arrive pas à repousser le Rwanda de son territoire depuis près de 30 ans? Et pour répondre à cette question, moi je crois qu'il faut d'abord comprendre qui est Paul Kagame, le président actuel du Rwanda. Comment et pourquoi il est là et quelle est sa politique à la tête de son pays depuis qu'il est là. Il est très important de comprendre et de savoir qui est cet homme. Mais pour comprendre Kagame totalement, il faut aussi comprendre Yoweri Museveni, le président ougandais, hein, et savoir pourquoi et comment celui-ci aussi s'est retrouvé à la tête de son pays. Hein. Mais on ne peut pas s'aventurer à faire tout cela dans cette vidéo, ce sera un peu trop long. Alors Kagame, c'est un ancien rebelle à la tête d'une milice ethnique Tutsi, hein, le Front patriotique rwandais, qui a pris les armes contre son propre pays à partir d'Ouganda, le même Ouganda, hein, et qui a dirigé des affrontements armés au Rwanda, hein, qui ont contribué aux atrocités qu'on appelle aujourd'hui le génocide rwandais de 1994. Ce n'est pas une autre personne, hein. C'est le même Kagame là, c'est la même personne qui dirigeait toutes ces opérations. Il ne faut pas l'oublier. Il a été un des éléments clés dans la rébellion qui a porté Museveni au pouvoir en Ouganda dans les années 80. Il a été militairement formé, financé et appuyé par les États-Unis. Ce n'est pas caché, hein, il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas caché, c'est une information connue. Vous pouvez le trouver partout. Et d'ailleurs, lui-même, il le dit. Hein, il le dit. Et vous pouvez trouver ça dans certains livres, où il en parle d'ailleurs avec beaucoup de légèreté. Il y en a. Alors, lorsque nous regardons le parcours de ce personnage, avec toutes les atrocités et les souffrances humaines qu'il a occasionnées sur son chemin, nous voyons que nous avons affaire à un va-t-en-guerre. Nous avons affaire à un businessman de la guerre. C'est ce qu'il est. Il fait le business de la guerre, en tout cas en Afrique centrale. Et maintenant un peu en Afrique de l'Ouest et de l'autre côté, en Afrique de l'Est. C'est cette posture qu'il a en Afrique, parce que justement, c'est cette mission qui lui a été confiée par ceux qui ont soutenu et armé sa rébellion depuis le début, depuis le départ. Hein? Il y a plein de livres et plein de publications scientifiques sur les détails concernant Kagame et sa rébellion. Hein? Vous pouvez même en trouver dans les rapports des Nations Unies. Il y en a plein. Informez-vous, lisez ces documents. Vous pouvez faire des rapprochements avec ce que je suis en train de dire et ce que d'autres personnes sont en train de dire depuis longtemps. Hein? Alors, de 1995 jusqu'à maintenant, la mission de Kagame a toujours été claire. Hein? Il s'agit de déstabiliser le Congo en terrorisant ses populations autour des régions minières, hein, pour criminellement extraire les ressources stratégiques que nous connaissons, comme le coltan, le cobalt, en esclavagisant littéralement les enfants et les femmes dans les mines. Vous pouvez trouver des informations, des images comme ça sur Internet. Des images officielles. Hein. Vous pouvez voir des enfants travailler comme si ce n'étaient pas des enfants. Vous pouvez voir des êtres humains en train de travailler dans des conditions que vous ne souhaitez à personne. Ça, c'est Kagame. Le même Kagame que les jeunes Africains adultes, là. On l'encense comme si c'était, je sais pas, comme s'il tombait du ciel. Il est responsable de ça. Il est responsable de ça. Si vous avez vu le film Blood Diamond, c'est exactement ce qui se passe dans les mines à l'est de la RDC. Hein? Les mines contrôlées par le groupe armé rwandais du M23 et appuyées par leurs partenaires ougandais et occidentaux. C'est exactement ce qui se passe dans ces mines. Vous ne pouvez pas voir ce qui se passe dans ces mines
sans penser à ce film, si vous l'avez vu. Ce sont ces atrocités qui se passent devant tout le monde. Et c'est ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, le Rwanda est le premier exportateur mondial de coltan, alors qu'il n'a aucune mine de coltan sur son sol. Et que la RDC qu'il déstabilise détient environ 80% de la réserve mondiale de ce coltan. On ne peut pas ne pas voir ce qui se passe. C'est impossible de ne pas voir ce qui se passe. Pendant les 20-25 dernières années, ce monsieur a absolument réussi à, disons, à détourner l'attention des Africains et même celle de l'opinion internationale de ses activités criminelles au Congo. Et il fait cela en créant un discours dominant avec une com, mais sans pareil. Une communication hautement financière avec pour seul but de manipuler et de contrôler la narrative et sur le génocide et sur le pillage du Congo, mais sans conséquence. Sans conséquence. Et aussi de présenter à la face du monde un semblant de développement de son pays en cirant le visage de sa capitale Kigali, comme ils le font tous d'ailleurs, pour qu'il soit vu comme un modèle de réussite, alors que les populations sont oppressées et souffrent cachées à l'intérieur du pays. C'est ça. C'est ça la réalité. Une bonne partie des gens qui voyagent au Rwanda, qu'ils soient africains ou qu'ils viennent d'ailleurs, généralement se limitent à Kigali. Ils ne sortent pas de Kigali. Et quand ils sortent de Kigali, ils vont dans les endroits touristiques où ils vont regarder les animaux, ou regarder la nature, puisque c'est un très beau pays avec des montagnes je dis, avec des collines un peu partout. Donc les gens viennent regarder la nature. Le gouvernement fait tout pour que les gens ne partent pas là où les populations sont en train de vivre d'une manière assez différente de ce qu'ils ont l'habitude de voir à Kigali. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc avec cette machine de com, il a réussi quand même à se faire passer pour ce président africain qui confronte les Occidentaux. Mais il ne faut pas oublier que l'objectif a toujours été de gagner de l'estime parmi les moins avertis des Africains et les endormir sur les crimes qu'il commet au Congo. Et malheureusement, les gens l'ont cru. Les gens l'ont cru parce que il suffit qu'un leader africain tienne tête à un journaliste européen pour qu'il soit pris pour un héros. Il ne suffit que de cela. Dès que tu réussis ou dès que tu as l'audace, entre guillemets, de confronter un journaliste européen, on pense que tu es un héros, on pense que tu as fait quelque chose de spécial. On pense réellement que tu as fait quelque chose de spécial parce que tu as répondu d'une manière crue aux questions qu'un journaliste européen t'a posées. Un enfant de rien du tout peut faire ça. Le fait que Kagame et ses alliés occidentaux et leurs multinationales soient responsables des atrocités à l'est de la RDC est une thèse dont je me souviens avoir défendue en classe en tant qu'étudiant en résolution de conflit, il y a une dizaine d'années de cela. Je me souviens encore aujourd'hui avoir été parmi les quelques étudiants africains et afro-américains d'ailleurs, dans mon programme universitaire ici à Washington, qui avaient plus ou moins compris non seulement le mode de fonctionnement de Paul Kagame, mais qui avaient aussi compris la gestion de ce qu'on avait grossièrement appelé à l'époque le conflit des Grands Lacs. Nous savions que tout cela était organisé de toutes pièces parce que une bonne partie de nos profs venaient justement de ces grands milieux de prise de décision. C'était des militaires, des anciens militaires, des professeurs de renom sortis de ces grandes écoles de géopolitique que vous connaissez, et aussi d'anciens diplomates, de grands diplomates qui ont servi longtemps en Afrique. Donc nous savions exactement ce que nous étions en train de regarder en face. Mais malgré qu'on savait effectivement ce qui se passait au Congo en ce moment, je vous dis, l'idée même de défendre cette thèse était un problème dans les milieux académiques, surtout devant d'autres étudiants et des professeurs qui pensaient, et qui pensent certainement encore aujourd'hui, qu'on ne devrait pas remettre en question la narrative officielle du génocide rwandais. C'est un problème. Et la raison pour eux était toute simple. Voilà, certains étudiants et professeurs juifs dans le monde académique en ce moment pensaient que la remise en question de cette narrative officielle sur le génocide rwandais allait faciliter le chemin à ceux qui remettaient en question la narrative sur l'extermination des juifs en Allemagne nazie. C'était tout, C'était tout. C'était cela leur préoccupation. Au moment où nous on pensait à quelque chose qui se passait maintenant, eux ils pensaient à ce qui s'est passé il y avait une soixantaine d'années. Au moment où nous on voulait dénoncer ce qui se passait en ce moment au Rwanda, et là je vous parle de 2009, 2010, 2011, eux ils étaient en train de réfléchir à ce qui s'est passé en 1940. Voilà. Donc on se séparait vraiment là. C'est dans ces batailles académiques-là que moi j'ai personnellement découvert les travaux de Charles Onana. Charles Onana, que je vous encourage d'ailleurs à lire si vous voulez approfondir en tout cas vos connaissances sur le conflit en RDC ou en tout cas les autres conflits en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale.
Il n'est pas le seul, il y en a d'autres, mais je crois que c'est lui qui s'est le plus penché sur la question quand il s'agit des Africains. Alors avec le temps, ce n'est plus un secret pour personne, hein, en tout cas pour ceux qui s'intéressent de bonne foi à la géopolitique africaine, que Kagame a construit son projet de développement du Rwanda sur deux choses. Premièrement, la déstabilisation de son voisin, le Congo, et le vol systématique des ressources de ce dernier. Et deuxièmement, la manipulation et la marchandisation du génocide rwandais, sur lequel il veut que ce soit uniquement les pertes de son ethnie, les Tutsis, qui soient qualifiées de génocide. Et cela en jouant sur les sentiments de culpabilité de certains pays occidentaux qui ont indirectement contribué à ces événements. Hein, des pays comme la France, les États-Unis et d'autres. Voilà le jeu de Kagame. Et il faut le comprendre. Et dans ces deux projets-là, il n'est pas seul. Il fait équipe avec Museveni, hein, son vieux partenaire ougandais, et avec les pays occidentaux et leurs multinationales. Et c'est la raison pour laquelle ce tout petit Rwanda peut librement pénétrer ce grand Congo, massacrer les populations et piller sans que celui-ci n'arrive à se défendre. Hein? Et comment tout cela se fait? Je vous explique. Premièrement, c'est parce que les mêmes pays occidentaux et leurs puissantes multinationales qui financent et arment lourdement le Rwanda et l'assistent même à organiser des attaques contre le Congo sont les mêmes qui empêchent le Congo de s'armer et de se défendre contre le Rwanda. Ce sont les mêmes. Tu imagines, tu te bats contre quelqu'un et puis de nulle part, tu as des grands gaillards qui viennent t'attacher les deux mains. Comment tu te défends? Comment tu vas te défendre dans ce genre de situation? Et c'est ce qui se passe depuis une vingtaine d'années. Depuis une vingtaine d'années, c'est ce qu'ils font au Congo, en imposant un embargo sur l'exportation d'armes vers ce pays, hein, pour le rendre vulnérable et le laisser à la merci des attaques du Rwanda. C'est ce qu'on a vu depuis une vingtaine d'années. Il n'y a pas longtemps, on a vu ces mêmes manières de faire au Mali, hein, au Burkina et au Niger, qui continuent d'ailleurs de faire face à des attaques de groupes terroristes, hein, et qui ont été systématiquement empêchés de s'armer pour se défendre. C'est le même coup qu'on leur a joué. Et on nous a toujours dit que l'Union européenne ne donne pas d'armes létales. Et ce qu'on donne en Ukraine, ce n'est pas des armes létales. Est-ce que la vie d'un Ukrainien vaut mieux que la vie d'un Sahélien? Deux poids, deux mesures. Subitement, il y a la guerre en Ukraine. Subitement, les armes létales sont autorisées. Et les Sahéliens qui sont morts par milliers, qui a ça sur la conscience de ne pas avoir fait ce qui est nécessaire, et de venir aujourd'hui accuser le Mali de dire oui, mais vous travaillez avec la Russie, vous ne travaillez pas avec moi, etc. Vous me tournez le dos. Quelqu'un a posé la question, ancien partenaire, nouveau partenaire. Ça, je vais vous répondre, madame. Parce que les gens ont l'habitude d'utiliser ça. Oui, pourquoi laisser un ancien maître pour un nouveau? Mais ça, je crois qu'il faut même sortir de la décolonisation mentale. Parce que la Russie n'a colonisé aucun pays. Il ne faut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. On parle d'anciennes puissances coloniales qui ont des habitudes qui ne sont pas parties. Maintenant, nous cherchons la sécurité pour notre pays. On va là où on trouve, puisque les Européens vous dites que vous ne donnez pas d'armes létales. Le Mali, c'est qu'on a avec la Russie. Ce n'est pas des prêts, ce n'est pas des dons. On achète. Ils nous vendent. On est parti avec les Européens, avec les Américains. On dit qu'on achète. Ils disent qu'ils ne vendent pas. Mais vous voulez que je lutte contre Al-Qaïda, l'État islamique, avec des bâtons? C'est ce qui s'est passé. Hein? Vous ne finirez pas de compter le nombre de projets de résolution et de sanctions que la France, à elle toute seule, hein, a introduit au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies contre les pays africains qui sont militairement attaqués, hein, pour empêcher ces derniers de s'armer et de se défendre contre ceux qui les attaquent. La France, elle toute seule. Allez vérifier sur le site web des Nations Unies et vous verrez toutes les résolutions que la France a introduites à elle toute seule. On se demande, mais pourquoi? Pourquoi on empêcherait quelqu'un de se défendre contre les gens qui l'attaquent? Cet acharnement de la France contre les pays africains à l'ONU est une preuve, hein, qu'avec les autres pays occidentaux, la France tire absolument profit de l'insécurité, de l'instabilité dans nos pays, hein, en organisant bien sûr le pillage systématique de nos ressources et la destruction de nos sociétés. C'est une conséquence. Ça a été dit par plusieurs personnes, moi je le dis, et je crois que plus de personnes devraient le dire. Il faut retenir que l'instabilité dans nos pays est un business qui permet à ces gens de nous piller tranquillement. Hein? Moins il y a de lois et de contrôles, plus ils se servent. Hein? Et c'est exactement ce qui se passe au Congo. Des multinationales obtiennent des contrats louches, hein? Des groupes armés exploitent des mines clandestines,
et des tonnes de minerais sortent illégalement du pays chaque année. C'est ce qui se passe au Congo, devant tout le monde, et depuis très longtemps. Ce n'est pas une guerre de conquête. Ce n'est pas une guerre de conquête. C'est une guerre économique stratégique. Et tant que la situation perdure, tant que la situation reste chaotique, ceux qui en profitent n'auront aucune raison de vouloir que ça s'arrête. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons vu, il y a des années de cela, Nicolas Sarkozy dire que le Congo doit accepter que le Rwanda prenne une partie de son territoire. Il a osé dire ça, comme si quelqu'un l'avait sonné. L'assurance que l'ensemble de ces questions sera réglé de façon globale, ça met en cause la place, la question de l'avenir du Rwanda, avec lequel la France a repris son dialogue, pays à la démographie dynamique et à la superficie petite. Cela pose la question de la République démocratique du Congo, pays à la superficie immense et à l'organisation étrange des richesses frontalières. Il faudra bien qu'à un moment ou un autre, il y ait un dialogue qui ne soit pas simplement un dialogue conjoncturel, mais un dialogue structurel. Comment, dans cette région du monde, on partage l'espace, on partage les richesses et on accepte de comprendre. C'est pourquoi l'Union européenne signe des accords avec le Rwanda sur les matières premières que celui-ci pille au Congo. Et c'est aussi pourquoi les médias publics français donnent la parole aux groupes terroristes en les soutenant ouvertement contre les pays africains. C'est impensable. Il y a 5 ans de cela, c'est impensable. Mais ça se fait devant tout le monde. Vérifiez France 24, RFI, on donne la parole à des gens qui tuent les gens dans le Sahel. C'est impensable. La cause majeure de cette guerre, de cette agression du gouvernement rwandais, de Paul Kagame, ce sont nos minéraux. C'est l'Union européenne qui paye nos minéraux, sans aucune traçabilité. Et si aujourd'hui cet accord est annulé, nous savons que ça va atténuer, c'est déjà un pas de plus pour nous. Quand vous achetez le produit du recel, vous êtes vous-même coupable de vol. Vous êtes assimilé au voleur. Donc l'Union européenne, j'espère qu'elle ne va pas jouer ce jeu-là. Alors ce que le Mali, le Burkina Faso, le Niger et même le Centrafrique ont fait et que le Congo ne fait pas, c'est que eux, ils ont réussi à mettre à profit leurs relations diplomatiques avec les pays qui peuvent leur procurer des équipements militaires dont ils ont besoin pour combattre ceux qui les attaquent. Totalement normal. À mon avis, c'est ce qu'il faut faire. C'est absolument normal. Aujourd'hui, la paix n'est pas totalement revenue dans ces pays, c'est vrai. Mais on peut remarquer qu'ils ne sont plus à la merci de ceux qui les terrorisent. Et ça n'a pas de prix. Ça, c'est très important. Ceux qui sont un peu plus âgés se souviennent qu'en 2000, la Guinée avait été attaquée sur différents fronts, et en même temps par les forces gouvernementales du Libéria, de Charles Taylor à l'époque, et par les rebelles du ROUF. Le ROUF, c'est quoi? Le ROUF, c'est le Front Révolutionnaire Uni. Voilà, le Front Révolutionnaire Uni. C'est un groupe rebelle qui faisait de n'importe quoi au Libéria, en Sierra Leone. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais ils ont perpétré des massacres dans plusieurs localités de la Guinée. Les raisons de ces attaques ne nous intéressent pas dans cette vidéo. Mais souvenez-vous que le gouvernement guinéen avait rapidement mobilisé les troupes de l'armée, et même les jeunes volontaires à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent. Il avait renforcé son équipement militaire et avait contre-attaqué dans le même mois. Je crois que c'était en septembre. Je crois que c'était en septembre. Et en quelque temps, pour ceux qui s'en souviennent, ils avaient repoussé et poursuivi ces groupes armés jusqu'au Libéria et en Sierra Leone, où ils avaient, je crois même, pris le contrôle de certains territoires. La réplique de la Guinée était tellement violente qu'elle avait été accusée à l'époque par les Nations Unies d'avoir mené une guerre non conventionnelle. C'était peut-être un peu exagéré ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle avait été accusée d'avoir mené une guerre non conventionnelle et dirigé des attaques non ciblées dans ces deux pays, qui avaient fait des victimes. Il ne faut pas oublier, hein. Il y a eu des morts, des victimes. L'affaire n'a jamais été éclairée jusque-là. C'est une autre situation. La morale de cet exemple n'est pas de vanter la puissance de feu de la Guinée. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas du tout cela. Mais c'est de montrer que tu ne peux pas laisser les gens attaquer ton pays et massacrer tes populations sans que tu ne te défendes. Encore pire, de laisser les choses perdurer pendant près de 30 ans, comme ça se fait au Congo. Ce n'est pas acceptable. C'est inacceptable pour un grand pays comme le Congo. La deuxième raison pour laquelle
le Congo n'arrive pas à se défendre contre les attaques du Rwanda est que les dirigeants congolais eux-mêmes sont complices de la situation dans leur pays. Si nous partons du principe qu'ils ne peuvent pas combattre le Rwanda avec l'aide de ceux-là même qui arment le Rwanda, qu'est-ce qui les empêche de s'armer ailleurs? Pourquoi ne s'arment-ils pas ailleurs? Pourquoi les dirigeants congolais ne mobilisent-ils pas l'armée et les jeunes Congolais pour défendre leur pays et imposer la paix au Rwanda? Ce sont des questions que tout Africain normalement constitué se pose. À mon avis, rien ne les empêche de le faire. Rien ne les empêche de s'armer ailleurs. Rien du tout. S'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils sont complices de ce qui se passe dans leur pays. C'est parce qu'ils ont les mêmes maîtres que Kagame, les mêmes maîtres occidentaux et les multinationales que Kagame. Et c'est pourquoi ils préfèrent laisser les populations périr que d'aller à l'offensive contre le Rwanda. C'est cela la vérité. Ce que je vais dire là peut sembler un peu extrême pour certains. Mais tu ne peux pas faire la paix avec celui qui ne veut pas la paix. Tu dois lui faire la guerre jusqu'à ce qu'il accepte la paix. C'est ça. C'est une pratique basique. C'est une pratique basique des relations internationales qui est très bien connue d'ailleurs. Parce que la médiation a ses limites. Et quand la médiation atteint ses limites, il faut faire la guerre puisque tu ne peux pas laisser tes populations périr. Tu ne peux pas laisser tes populations continuer à se faire massacrer par l'autre. Donc il faut que tu te défendes. Et c'est ça la vérité. Ça sonne très dur à entendre, mais c'est ça la vérité. Quand tu es élu à la tête d'un pays qui est attaqué et déstabilisé de partout, faire la guerre pour protéger tes populations est ta première priorité. Sinon, tu seras en train de les trahir. À mon avis, les dirigeants congolais se plaisent trop dans leur petit confort individuel et refusent de rassembler toutes leurs forces pour libérer leur pays. Je le crois fermement. Je le crois. Quand je les observe, c'est ce que je vois. Une des raisons pour lesquelles le Congo n'arrive pas à se défendre est qu'il n'y a presque pas d'action de la part des organisations régionales et sous-régionales, comme l'Union africaine, la communauté économique des États de l'Afrique centrale et les autres. L'Union africaine a totalement abandonné le Congo à son propre sort. Il l'a totalement abandonné, comme il le fait avec les autres pays d'ailleurs. Il ne sert à rien, cette histoire. Et comme vous pouvez l'imaginer, à partir du moment où l'Union africaine elle-même est financée et contrôlée par les mêmes puissants alliés du Rwanda, elle ne peut faire que des conférences, écrire des rapports, faire des communiqués, écrire des articles. Voilà, c'est tout ce qu'elle peut faire. Ils ne sont prêts à aucun vrai sacrifice. Ils ne sont prêts à rien. Alors que faire dans cette situation? À mon avis, ce conflit doit être réglé par le Congo lui-même, en se défendant bec et ongle contre ceux qui massacrent ses populations et pillent ses ressources. Il en a les moyens. Il en a les moyens financiers. Il a les hommes pour le faire. Il a les hommes pour le faire. On ne peut pas continuer à danser à Kinshasa alors que les gens continuent de se faire massacrer dans le Kivu. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens et ce n'est pas acceptable. Les leaders congolais doivent mettre de côté leur adversité politique pour combattre ensemble leur ennemi commun. Et après, ils pourront repartir à leur bagarre habituelle. Ça, c'est leur problème. Mais il faut d'abord défendre le pays. Il faut d'abord défendre le pays. Sinon, comme on l'a déjà vu en 1997, la possibilité que cette bande armée du M23 marche encore sur Kinshasa est absolument très élevée. C'est très très élevé. Ils arrivent doucement. C'est comme ça qu'ils ont commencé avec Kabila. Ils ont marché comme ça à partir de Goma jusqu'à Kinshasa pour déloger Mobutu. C'est ce qui risque de se passer encore. Donc réveillez-vous. Le gouvernement congolais doit ouvertement intégrer ou créer des alliances militaires avec les adversaires idéologiques de ceux-là qui les attaquent. C'est comme ça qu'on fait la guerre. C'est comme ça qu'on fait la guerre. Et c'est comme ça qu'on solidifie ses positions en relations internationales. Il n'y a pas autre moyen. Il faut arrêter ces coopérations de proximité avec les pays européens. Puisque l'Union européenne vous fait la guerre ouvertement. Il faut surtout les trimballer devant toutes les justices possibles, y compris dans leur propre pays. Et utiliser tous les canaux possibles. C'est ce chemin-là qu'il faut prendre. Il faut boycotter leurs multinationales dans votre pays. Prenez l'exemple sur les pays de l'AES et regardez les pertes d'Air France quand ces trois pays ont bloqué la réouverture de leurs opérations chez eux. Regardez ce qui s'est passé avec Orano. Il faut taper là où ça fait mal pour vous faire entendre. On n'entend pas en guerre à moitié avec un ennemi. On n'entend pas en guerre à moitié avec un ennemi. C'est soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Mais tu ne peux pas faire semblant. Tu peux pas être chaud et froid en même temps. C'est pas possible. Et je crois que le sang versé plutôt des millions de Congolais maintenant demande à ce que de vraies actions soient prises.
Il revient aussi à tous les Africains conscients de supporter le Congo dans cette lutte. Nous tous, en tant qu'Africains, il nous revient d'être aux côtés du Congo pour mener cette lutte. Chacun à sa manière, comme beaucoup de gens le font déjà. Hein. C'est très intéressant de voir comment les gens sont en train d'agir. C'est très important de le faire. Tous ceux qui peuvent parler de ce drame, partout en Afrique ou ailleurs, devraient le faire hein, pour mettre un terme à ce massacre, à ce drame humain qui est en train de se produire devant nous tous. Voilà. Likez et partagez la vidéo si vous avez aimé ou appris quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout de laisser des commentaires en bas parce que vos commentaires sont assez importants pour nous. Ça nous permet de nous évaluer, de savoir ce que vous pensez de nous et de faire toujours un peu plus à l'avenir. Voilà. Donc je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mais d'ici là, je vous dis bonsoir.